parents. Même après 3 fois, je peux pas le faire bien. L'atelier des parents, qu'est-ce que vous faites dans l'atelier des parents? C'est quoi? À l'âge des parents, c'est nous deux déjà. Au départ, j'étais toute seule, et puis j'ai proposé aux parents de suivre des ateliers pour essayer de trouver une autre façon de communiquer avec leurs enfants, notamment quand ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils faisaient, bien sûr. Plutôt que de continuer à faire la même chose, hein, comme dit Einstein, faire plus de ce qui ne marche pas, ça ne va pas se mettre à marcher plus. Hein, c'est quelque chose de fou de continuer, on va dire. Et donc, moi, je revenais des États-Unis où là-bas, j'avais rencontré, on va dire, une autre façon de communiquer avec ses enfants. Par qui tu l'as rencontré? Alors, moi, j'y allais en tant que maman, parce que je me disais que, comme la plupart des parents, mes enfants étaient jeunes à l'époque, et comme la plupart des parents, on se dit, bon, quand on a envie d'avoir des enfants, on veut fonder une famille, etc., ça va être facile, on s'aime, il y aura de l'amour. Ouais, jamais ils ne feront de caprices, jamais. Non, pas ça. Avec moi. Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Donc oui, l'amour est essentiel. Et ça, j'ai envie de dire, il est là, 24 heures sur 24, mais pour gérer le quotidien, des fois, c'est pas suffisant. Donc j'ai suivi des ateliers qui sont essentiellement basés à l'époque sur les travaux du docteur Guinot, qui était un psychologue américain qui travaillait dans les courants humanistes et qui était un des premiers vraiment à dire qu'il a dit 2 choses qui représentent tout son travail pour moi, c'est que les émotions sont toutes légitimes, c'est les comportements qui ne sont pas tous acceptables. Et il a dit aussi qu'il faut différencier la personne et son comportement. On va dire que tout son travail est basé sur presque ces 2 phrases. Donc les ateliers que je suivais vraiment reprenaient tout ça. Et quand je suis rentrée en France, j'ai commencé dans le petit village où j'habitais, à en parler aux mamans à la sortie de l'école. Et puis on m'a dit, ouais, tu devrais faire la même chose, etc. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Mais tu as une formation de médecin, c'est ça? Oui, je suis médecin généraliste à la base. Mais tu exerçais quand tu étais dans ce village? Alors, quand je suis rentrée, j'ai exercé en PMI, en médecine scolaire, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de mes stages dans le domaine de la pédiatrie. Mais après, j'ai continué, moi, à me former à tout ça. Je continue d'ailleurs toujours aujourd'hui à essayer de grappiller au travers des différents courants de psychologie humaniste, de psychologie positive aussi. Et puis, en prenant aussi toutes les informations que nous apportent les neurosciences aujourd'hui. Ça, c'est essentiel. Et en fait, les neurosciences aujourd'hui, ce qui est magique, c'est qu'elles viennent appuyer, elles disent que ce que ces gens comme le docteur Guinot avaient vu à l'époque, c'était vrai, quoi. Pour moi, c'était comme un visionnaire, quoi. Et c'est la science nous le prouve aujourd'hui. C'est ton gourou? Alors, sachant que le principe des ateliers, en tout cas des gens qui animent aujourd'hui nos ateliers, c'est pas tous des médecins, des psychologues. Toi, tu faisais quoi avant de rencontrer Sophie? Alors moi, j'étais responsable ressources humaines. Je travaillais dans une entreprise, j'avais fait plusieurs entreprises, notamment dans le recrutement. Voilà, une formation en sciences humaines à la base, mais pas du tout dans le domaine de l'accompagnement des parents. Moi, j'ai découvert les ateliers, j'aime bien raconter ça, la première fois que j'ai rencontré Sophie, c'était dans la chambre de son fils. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de son fils? Voilà, parce que quand Sophie a commencé à animer les groupes, ses premiers groupes, alors moi je faisais partie du 2e groupe de parents qu'elle a créé, qu'elle a animé. C'était le samedi matin, elle chassait son fils de sa chambre et elle installait voilà, et c'était là où on faisait l'atelier. Et je suis venue, en plus, j'avais recruté mon patron de l'époque, mon PDG de l'époque, en lui disant, tu viens, tu viennes, je suis sûre que ça va être génial. Et voilà, et il y a eu la rencontre avec Sophie, mais 2, il y a cette communication qui a changé ma vie, enfin, qui a changé ma vie de maman, qui a changé ma vie de couple, qui a changé ma vie après tout court, parce que quelques années après, quand on a déménagé et que j'ai eu envie de prendre un break après la naissance de notre 3e enfant, ça s'est un peu imposé à moi. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que j'aille faire. Il faut que je continue, il faut que j'aille plus loin, puis il faut que je partage ce que j'ai vécu avec d'autres gens.
Donc à ce moment-là, on est rentrés en contact l'une et l'autre, j'ai été me former. Et puis un peu après, j'ai repris des études en psycho, en faculté de psychologie, pour compléter, pour amener. Mais j'ai commencé à animer les ateliers avant d'être psychologue. Mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est la petite histoire, mais on s'est rencontrés comme ça. Alors, maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces ateliers? Qu'est-ce qu'on y fait de si particulier? Quelle est la proposition, en fait? Alors, la proposition, déjà, on est en groupe. Des groupes de combien? 10 personnes à peu près, ça va 8 à 12, mais en moyenne, c'est 10 personnes. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce qu'on fait habituellement, ça ne fonctionne pas. Au quotidien, avec les enfants, avec les ados aussi. Non seulement ça ne fonctionne pas, et puis on peut vraiment faire des dégâts sur l'autre, sur l'enfant, et puis sur nous-mêmes, sur notre propre estime de soi en tant que parents aussi. Donc on fait tout ça par des jeux, des petits exercices de prise de conscience, nous on appelle ça nos effets waouh. Et puis après on découvre, on propose, je parlais de partage, et c'est vraiment ça, on n'impose rien, on propose, on partage des clés de communication peut-être différentes de ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans l'autoritarisme ou des choses comme ça, au contraire, et on prend chaque fois soin de préserver la personne qui est l'enfant en tant qu'humain. Et puis une fois qu'on a présenté toutes ces clés, on s'entraîne par des jeux, encore des petits jeux de rôle, et puis surtout on encourage les parents à essayer chez eux avec leurs enfants. Puis ils reviennent et puis on regarde ce qui a marché ou pas. Voilà, on a souvent, souvent on présente dans les ateliers en disant on nous a appris à parler, ou on a appris à parler de façon assez spontanée, mais on n'a pas automatiquement appris à communiquer. Communiquer, c'est un degré supplémentaire. Ça nécessite que ton message soit entendu, compris, et que la personne en face ait envie de rentrer dans ce dialogue. Très souvent, c'est 2 monologues. Notre vie, c'est un peu ça. Et dans les familles, ça arrive très vite, à ce que ce soit des monologues. Le parent qui hurle dans son coin, les enfants qui font mine d'être sourds, alors qu'ils ne le sont pas, faut préciser, etc., etc. Et c'est ce qu'on veut changer, j'ai envie de dire, par le biais des ateliers, c'est de dire, vous pouvez apprendre à communiquer. Guinotte, je reviens à lui, mais quand il a mis les principes de base de cette communication bienveillante, il travaillait avec des enfants qui étaient en grande difficulté. Et il s'était rendu compte que quand il leur parlait d'une certaine façon, eh bien, il favorisait l'écoute de ses enfants, il favorisait leur estime de soi, et globalement, les enfants allaient mieux. Et il est parti du principe de dire, mais ça, tout le monde doit savoir parler comme ça. Alors, ce serait quoi, par exemple, une manière dont on fait et qu'on peut... Eh bien, Sophie, elle parlait des émotions, par exemple. Pleure pas. T'as pas mal. Non, c'est rien. Alors là, en plus, les neurosciences viennent maintenant confirmer ça. Il suffit pas de le dire pour que ça s'arrête. Et bien au contraire. Généralement, pleure pas, il y a encore plus de tristesse, il y a encore plus de difficultés. Et l'enfant, il s'enferme complètement dans sa difficulté. Ce que l'on apprend dans les ateliers, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'accueil des émotions. Un enfant devant toi est triste, bah oui, tu vas mettre des mots sur sa tristesse. Là, je vois que tu es vraiment triste, je vois que c'est difficile. C'est une grosse tristesse que tu es en train de vivre. Et alors souvent, les parents disent « Oh là là, mais il va se mettre à hurler, à pleurer, on va plus l'arrêter. » Et en faisant les ateliers, ils se rendent compte que non, c'est l'inverse. Oui, il pleure, bien sûr, parce qu'il est triste. Donc, c'est pas le but de l'arrêter. Mais ils vont l'aider à mieux comprendre, à se connecter à ce qu'il vit, à un jour aussi apprendre à l'extérioriser. Donc voilà, ça c'est un exemple. Dans les ateliers, on apprend aussi quand on a besoin de dire quelque chose de compliqué à quelqu'un, une critique. Il y a la critique qui te hurle dessus, et puis toi tu n'as juste plus du tout envie d'entendre. Et puis il y a la critique qui parle du problème, où tout d'un coup, on décrit le problème. Là, ce que tu viens de faire, ça me pose problème. Mais ça change tout, parce que c'est pas toi qui me pose problème, c'est ce qui vient de se passer. Et donc on est 2 acteurs face à un problème. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis on offre surtout, on essaie d'offrir un espace de respiration aux parents. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde court, tout le monde on est tous stressés, pressés, en conflit souvent avec nos différents besoins.
Et être parent, c'est se poser de temps en temps et se dire, tiens, qu'est-ce que je veux vraiment? Tiens, qu'est-ce qui se passe? On en est où là, notre vie familiale? Et ça, malheureusement, on n'a plus ces espaces-là. Et donc, nous, on aime bien dire que les ateliers, c'est avant tout un temps pour les parents. C'est vrai qu'ils viennent apprendre à communiquer avec leurs enfants, mais ils viennent se poser. C'est-à-dire que les enfants et les parents viennent ensemble? Non, c'est nous, on travaille avec les adultes. Uniquement? Ouais, parce que l'adulte, il est toujours en train de transmettre quelque chose à l'enfant. Même quand j'utilise une façon de communiquer, quelle qu'elle soit, pour que mon fils range sa chambre, par exemple, au-delà du fait qu'il rangera ou pas sa chambre, peut-être selon la façon dont je vais m'adresser à lui, il faut vraiment prendre conscience qu'on est en train aussi de lui transmettre ses propres outils de communication pour lui demain, avec ses copains, puis après-demain avec sa femme, ses propres enfants, ses collègues, etc. Donc, pour moi, le boulot, il doit se faire avec les adultes. Alors, on pourrait travailler avec les enfants, et pourquoi pas. Moi, je suis d'accord pour travailler avec les enfants si l'adulte qui les accompagne, que ce soit un enseignant, par exemple, en classe, ou les parents, aient travaillé, effectivement. Parce que sinon, les enfants, c'est des éponges, et forcément, avoir un adulte en face d'eux qui leur parle, qui les écoute avec respect, etc., eux, cette langue-là, ils vont vite l'apprendre. Mais si moi, après avoir fait mon boulot, je me retire et que l'adulte continue à aboyer comme il le fait, comme je dis toujours, sur l'enfant, qu'est-ce qu'il va comprendre? Enfin, il va se dire, alors c'est bien beau, moi on m'apprend une façon de parler dans la bienveillance et je me retrouve avec cet adulte qui continue à m'aboyer dessus comme ça. Donc ça, c'est ce qui me fait un peu peur. Alors après, il y a des fois, on travaille dans des structures scolaires où tout le monde s'y met. Les parents, il y a des gens qui peuvent travailler avec les enfants en direct. Nous, on travaille avec les enseignants beaucoup, on forme beaucoup des enseignants, ou bien on peut aussi proposer parallèlement des ateliers pour les parents. Donc ça, c'est bien, c'est vraiment tous les partenaires, j'ai envie de dire, qui font la démarche. C'est pas toujours possible. Donc moi, ça me paraît important, essentiel de travailler avec les adultes pour ça, vraiment pour qu'après ils puissent adapter cette communication. Et les enfants, si on démarre ça avec des enfants jeunes, ils n'auront pas besoin de l'apprendre, parce que ça sera leur langue maternelle. En fait. C'est ça qui est intéressant. Je vois une expérience qu'on fait actuellement. J'ai formé le personnel de la crèche et puis j'ai animé des ateliers pour les parents. Donc on en est au 2e atelier de groupe de parents et on a fait un petit bilan il n'y a pas très longtemps. Et le bilan a été la communication entre adultes a changé dans l'équipe et des parents avec l'équipe. Et 2, les enfants sont en train de changer de communication. En plus là ils sont tout petits. Mais on en parlait, il y a des exemples dans la section des 2-3 ans où voilà, ils arrivent en disant je suis triste, très en colère, colère aujourd'hui. Et bon, ok, j'entends que tu es en colère et comment on va travailler ça, etc. Donc c'est vraiment intéressant de voir et surtout ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que dans la communication entre les adultes et notamment entre le personnel et les parents, ça a beaucoup changé. Parce qu'automatiquement, voilà, les outils, les clés qu'on apprend, c'est des clés aussi que les adultes devraient utiliser ensemble. Pour l'anecdote, très souvent, j'ai encore dans les ateliers, donc les gens qui viennent, qu'ils soient parents ou professionnels de l'enfance, viennent pour acquérir des outils, des clés de communication différentes. Mais très souvent, j'ai eu des mamans qui m'ont dit, au bout de la 2e ou 3e rencontre, qui me disent c'est encore un peu compliqué avec les enfants. Avec mon mari, ça marche bien. Oui, je leur dis, vous savez, s'écouter, se parler avec respect, ça marche avec les enfants, les maris, les voisins, les collègues, les patrons, les belles-mères. Ça marche avec tous les êtres humains. Personne n'aime se faire dévaloriser en tant que personne, quoi. Comme je dis, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ta valeur humaine, ta valeur en tant qu'humain, elle reste la même. C'est important. Et le message qu'on fait passer, il n'est pas toujours cohérent avec ça. Donc c'est important de dire, comme dans l'exemple des Zenades, c'est ce qui s'est passé là qui ne me convient pas. Et c'est de ça que j'ai besoin qu'on parle. Et puis si ça nous énerve, on dira avec un ton vraiment qui va bien avec. Quoi. Et en même temps, encore une fois, au-delà qu'on transmette des outils aux enfants, en plus on développe chez eux une intelligence émotionnelle et relationnelle. On leur apprend petit à petit en tenant compte justement de ce que les neurosciences nous apportent, leur maturité au niveau du cerveau, etc., donc de leur capacité selon les âges. On leur apprend à développer l'empathie pour l'autre, à se mettre à la place de l'autre, et petit à petit, donc on travaille avec des plus de 6 ans et plus grands,
en classe, on peut travailler à dire, écoute, à l'amener à se mettre à la place de l'enseignant. Vous voyez, le gamin qui bavard toujours, etc. Et l'amener à ça, et on a des jeux pour faire ça. Et en se mettant à la place de l'autre, ça les touche et ils comprennent. Et après, on dit, bon, bah, voilà, demain, dans la même situation, comment tu pourrais faire autrement pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas avoir les mauvaises conséquences que tu as eues, la punition, la maîtresse qui crie, les 2 heures de colle si c'est un plus grand, etc. etc. Vraiment, c'est sans culpabiliser que ça soit arrivé. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une révolution de l'éducation ? Parce que je veux dire, depuis la nuit des temps, on éduque nos enfants d'une certaine manière, j'ai l'impression, avec le maître à l'école ou au champ directement à travailler. Est-ce que vous avez l'impression d'être au centre d'une révolution ou c'est juste des petites adaptations ? Qu'est-ce que vous sentez qui se passe dans l'éducation ? Alors, moi, je pense que, bon, il y a eu tout ce qui s'est passé, on va dire, pour faire très caricatural, jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale à peu près, où là, c'était vraiment l'adulte tout-puissant sur son piédestal, le petit enfant en bas, et puis... et le martinet. Voilà. Le martinet aussi. D'ailleurs, il y a une époque où maman était en dessous de papa aussi. Hein. Bon, et puis maman elle remontait à côté de papa, mais les enfants étaient bien loin tout en bas, et le doigt et le regard menaçant. Après, on a mis tout le monde sur le même niveau. Donc là, ça n'a pas été terrible non plus, parce que les enfants, ça reste des enfants, ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas complètement finis, j'ai envie de dire, et il faut bien en tenir compte. Donc là, c'était un peu le laxisme à outrance, et on a vu qu'il n'y avait pas de limite, et que les enfants, c'est très insécurisant pour eux, donc c'est pas possible. Et on est, alors depuis peut-être maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, mais effectivement dans une nouvelle ère, j'ai envie de dire, où on se dit qu'effectivement il y a sûrement une autre façon de faire, et puis maintenant on garde notre position d'adulte, et c'est important, mais pour amener un cadre protecteur à l'enfant, pour lui apprendre petit à petit à devenir autonome, responsable, pour lui apprendre petit à petit à devenir un adulte qui saura s'autodiscipliner, qui n'aura pas besoin, parce que le problème du regard menaçant et du doigt, c'est que tant qu'il est là, j'ai peur, donc effectivement je ne fais pas ma bêtise. Ben ouais, c'est ça, le soir où je vais manger n'importe quoi et je veux pas aller me coucher, et je vois bien que c'est la petite fille qui fait « Non, j'ai le droit de pas aller me coucher, je n'y arrive pas !» Alors je suis fatiguée. C'est exactement ça. Il n'y a plus de doigts. Il n'y a plus de doigts de regard menaçant, donc là, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, on apprend plus pourquoi il faut peut-être aller se coucher quand on a besoin de sommeil, pourquoi on doit pas... Non, j'irai pas, je t'ai dit. Voilà. Ben, c'est vrai que depuis, tout s'est quand même accéléré très vite. C'est-à-dire que pendant très longtemps, tout a été assez figé. Et puis depuis les années 50, 60, les choses se sont accélérées très très rapidement, avec des excès, comme toujours. Mais c'est vrai que la connaissance du développement de l'enfant, le fait de prendre en compte le bébé... Il ne faut pas oublier, il y a encore 50 ans, on considérait que le bébé c'était un tube digestif, et rien de plus. Alors que maintenant, on sait qu'il a des intuitions, qu'il est capable de comprendre des intuitions mathématiques, de comprendre des intuitions scientifiques. Oui, c'est incroyable. Il y a plein d'études aujourd'hui en psychologie, notamment sur les intuitions, sur l'intelligence des bébés. Et ils sont intelligents, les bébés, c'est plus que des tubes digestifs. Mais ça, on ne le savait pas encore. Donc tout ça va très très vite. Donc je pense que ça vient aussi révolutionner, changer les choses. Ça fait aussi que nous, notre rôle d'adulte, il évolue. On n'est plus face à juste des enfants qu'il faut dresser. C'est plus ça. On est face à des défis d'éducation. Et alors... c'est à la fois, je trouve, grisant et des opportunités fantastiques, et en même temps, je comprends que pour les parents, ce soit un poids très lourd à porter, parce que voilà, maintenant le bébé, il est investi, il est attendu, on rêve d'être parent, on rêve de ce qu'on va faire avec lui, et puis tout d'un coup, voilà ce qu'on se disait, on se retrouve avec un enfant qui n'est pas toujours l'enfant rêvé, qui n'est jamais l'enfant rêvé, qui est très différent, et puis on n'a pas de mode d'emploi, et c'est souvent ce que nous disent les parents. Ils nous disent, mais pourquoi on ne nous a pas dit ça à la naissance ? Pourquoi on n'est pas venu nous dire ? Je sais pas pourquoi je vois les communautés de femmes, on est moins en communauté de femmes d'entraide. Je pense que quand ma grand-mère allait au lavoir, et je pense qu'elle partageait beaucoup d'informations et de choses comme ça, et qu'on a peut-être perdu, en tout cas nous les femmes,
Alors, tu retrouves ça sur Internet maintenant. Ouais. Il y a beaucoup de Ouais, forums. Mais alors, avec des gens parfois qui sont qui ont peur, qui sont... Oui, avec tout et n'importe quoi. Mais d'un autre côté, je pense qu'autour du lavoir, il y avait aussi... YouTube, c'est sûr. Et voilà, alors, du coup, ça me fait penser, des fois, on me dit, alors, c'était mieux avant, c'était différent. De toute manière, la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas la même qu'avant. C'est sûr. Et peut-être, quand on voit toutes les avancées technologiques et tout ce qu'il y a eu, et si on regarde peut-être la chose qui peine le plus à évoluer, c'est peut-être l'éducation. C'est fou. Et c'est fou parce que tout a changé, notre mode de nous alimenter, notre mode de vie du quotidien, notre façon de travailler, voilà, Internet qui est rentré dans nos vies, etc. Et pourtant, on a l'impression que l'éducation à l'école, bon, alors, heureusement, on a plus le droit de les châtiments corporels, etc. Mais au-delà de ça, des fois, je me dis, on fait encore à l'école presque comme... Est-ce qu'on ne garde pas un bâton parce qu'on est tous passés par là et on veut qu'il y ait un point fixe dans le monde, alors on garde notre éducation? Oui, mais alors, peut-être, mais c'est dommage parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens en souffrance, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit l'enseignant, on va dire tous les éducateurs au sens large, et tous ceux qui s'occupent d'enfants. Quel que soit l'âge des enfants. Ça vient, je pense, de ce que je vois. Moi, je suis assez optimiste parce que on fait beaucoup de conférences à travers la France et on voit que les gens maintenant, ça les interpelle et ils sont prêts un peu à se relever les manches, à dire ok, moi aussi j'ai envie d'essayer de faire autrement, moi aussi j'ai envie de moins crier, de comprendre plus comment fonctionne mon enfant, mon ado. Et donc voilà, des fois dans son petit coin, l'impression que les choses ne bougent pas, mais nous qui avons une vision un peu plus large, par tous nos déplacements, moi je suis assez optimiste, je me dis oui, ça bouge. Et on sent un vrai appétit de ça en tout cas, de vouloir, quant à se sentir impuissant, notamment parce que on entend ça et en plus on a son enfant à l'école, mais ça correspond pas à comment on peut Mais mine de rien, oui, je sens l'appétit qu'il y a même à s'impliquer pour changer les choses. Ouais. Et le premier pas, c'est peut-être faire des ateliers, se former soi-même. Oui. Après, il faut avoir accepté que ça, avec toutes nos maladresses, et ça c'est normal. Les parents sont bienveillants et bien maladroits et bien ignorants. C'est-à-dire qu'ils sont maladroits parce que même le parent qui va donner une fessée, son motif, c'est pas de faire mal, c'est d'éduquer son enfant. Donc au départ, voilà, il a une bonne intention. Après, nous, on va montrer que c'est pas terrible pour la relation, c'est pas terrible pour ce que va ressentir l'enfant. Et puis, de toute manière, le parent, il n'est pas satisfait. Si on lui propose une autre façon de faire qui va fonctionner sans faire de dégâts, il sera d'accord, il va préférer. Donc, on est maladroit parce qu'on ne connaît pas d'autres façons de faire. Et puis, on est ignorant parce que, voilà, on ne sait pas que le cerveau, ça ne se finit pas avant 26-28 ans. Qu'un petit qui vit des émotions, c'est comme s'il était traversé par un tsunami émotionnel à 2-3 ans, comme si vous mettiez votre tête dans un tambour de machine à laver, etc. Voilà, et ça bascule dans tous les champs. Donc quand il fait ce que les parents disent, ah là, il se roule par terre, il me fait interpréter. Non, c'est juste que tout seul, il ne peut pas gérer cette colère, c'est pas possible. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas quoi en faire. Voilà, c'est ça. Et il a besoin de nous à ce moment-là pour l'accompagner, pour l'aider à s'apaiser. Donc, on est ignorant de tout ça. Donc si nous dans nos ateliers, on essaie d'apporter de façon ludique, simple, toujours rigolote, on rigole beaucoup dans nos ateliers. Et ça c'est quelque chose auquel on tient. Voilà, comment ça fonctionne et puis du coup, pourquoi ça peut pas fonctionner ce que tu fais, parce que c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est souvent ça avec les enfants et avec les adultes aussi. Oui, quand tu sais qu'à l'adolescence, un tiers du cerveau, des circuits neuronaux du cerveau se réorganisent, c'est énorme, hein, c'est ce qu'on appelle la deuxième fenêtre développementale. On comprend tout d'un coup qu'il y a des choses qui se connectent moins bien dans le cerveau et on comprend que l'ado il est comme ça et que, je sais pas, et voilà, parce qu'il ne sait pas réellement. C'est des choses comme ça. Et je reviens à Guinotte, mais Guinotte, il commençait son livre en disant « Aucun enfant se lève le matin pour rendre son parent fou. Et aucun parent, le matin, ne se réveille en disant « Aujourd'hui, je vais crier, je vais hurler sur mes enfants. » Voilà. Aucun des deux. C'est des maladresses, des incompréhensions, du stress, tout ça. De l'impuissance, Parce beaucoup. que quand on arrive à hurler, c'est qu'il y a une forme de fatigue, d'impuissance. Voilà. Il y a tout ça derrière. Donc. Mais si on ne sait pas comment faire autrement, le lendemain ça recommence. Ouais. C'est ça le problème. Quoi. Vous avez sacrément du boulot là. Hein. Oui. Donc en fait aujourd'hui les ateliers, ça se passe où, ça se passe comment?
Alors, ce qu'on appelle nous atelier, c'est un animateur qui va animer donc, des ateliers. Donc, il suit un groupe de parents pendant 5 fois, 8 fois, ça dépend des thématiques. On se rencontre à peu près 2h30. Là, on a un matériel pédagogique, en plus on a travaillé avec des dessinateurs de BD qui sont pleins d'humour, donc ils sont assez ludiques et sympathiques, nos cahiers. Voilà, et puis on avance comme ça, chaque fois on aborde une autre thématique, les émotions, des choses plus propres à l'autorité, comment on peut mettre une autorité bienveillante en place. C'est l'université des parents, quoi. C'est vraiment, on reprend les bases. C'est ça, les styles de soi, des petits, des grands, etc. Et du coup, parce que nous, on ne peut pas, pour les ateliers, se déplacer partout, on forme beaucoup d'animateurs, donc c'est des petites graines comme ça, un peu partout, qui pourront eux-mêmes accompagner des groupes de parents ou de professionnels de l'enfance. Oui, cette année, je ne sais pas, on a formé plus de 150, 200 personnes. Ah ouais, mais ça va aller vite comme ça. Ouais. Eh ben, on espère. Alors après, il y a ceux qui animent directement et puis ceux qui viennent se former puis qui gardent dans leur expérience professionnelle, qui vont peut-être pas animer, mais qui viennent prendre les clés, les effets waouh, les outils. Mais c'est ça le but. Le but, c'est d'essayer de semer au maximum pour être le plus près possible des parents et puis de leur offrir la possibilité de suivre un atelier près de chez eux. Voilà, 4-5 rencontres. Et généralement, les groupes ont du mal à se quitter. Très souvent. Ça fait souvent ça dans tous les groupes où on partage quelque chose de personnel et d'intime, ça crée un lien. Forcément, oui. Et puis, on travaille beaucoup avec les professionnels de l'enfance. Les professionnels de la crèche, dans les écoles, les collèges, tout ça aussi. C'est bien ça, parce qu'ils en voient passer des enfants pour le coup. Oui, et puis ils sont démunis comme nous les parents. Voilà, je dis, des fois, les parents sont un petit peu vite à aller contre le prof, mais... les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent avec leur bagage. Il faut qu'ils s'adaptent à plein de cultures différentes, familiales. Dans la formation pour les enseignants, on ne leur donne pas toujours les clés pour tout ça non plus. Donc on essaie de les aider aussi. Voilà. Dernière question, mais pas la moindre. Qu'est-ce que le bonheur pour vous, ou qu'est-ce que vous avez appris dans la vie qui vous a vraiment ouvert à plus de bonheur ou de liberté, ou quelque chose qui vous a rapproché de vous? Un enseignement clé, enseignement clé. Alors, moi, j'ai envie de dire plein de choses. Pour moi, j'aime bien quand Jacques Lecomte parle du bonheur, qui dit qu'il y a du bien-être et du sens. Et quand on a les deux, moi, quand ce que je fais, ça fait sens, et que ça me fait chaud dedans, que ça me procure du bien-être. De la joie, voilà. Et là, je suis dans le bonheur, mais je rajouterais qu'il ne faut pas oublier de le savourer aussi, parce que des fois c'est fugace, puis des fois ça dure, mais à nous de choisir de le faire durer aussi. Donc pour moi, il y a une part de choix là-dedans. Par nos choix, on peut aller vers plus de bonheur ou pas, et c'est pas avoir plus en matériel, en argent, etc. C'est vraiment beaucoup dans nos choix de vie, et moi, je le verrais plus comme ça. J'ai la chance d'être passionnée par ce qu'on fait, ce que je fais à côté de Nadège maintenant. Et du coup, ça m'apporte beaucoup dans mon réservoir de bonheur. Moi aussi, j'ai la chance d'avoir un beau réservoir à bonheur. Donc, je pense que par contre, ce que j'ai appris, que j'ai mis du temps à assimiler, mais c'est le fait d'être... ici et maintenant, de savoir savourer cet instant de bonheur sans avoir peur de le perdre. Parce qu'effectivement, il risque de partir, parce que parfois c'est fugace, parfois c'est juste un instant qui passe. Mais c'est de vraiment me dire, il est là, et là je vais le goûter jusqu'au bout, et je vais en profiter jusqu'au bout. Et tu vois, c'est par exemple prendre mes enfants dans les bras, et vraiment, voilà, tu sens les sniffer s'il faut, mais pour me dire ça c'est un vrai bonheur, c'est ce moment-là qui est en train de passer, et il faut que je sois consciente de ça, de ce moment-là. C'est pas de chercher un équilibre, parce qu'il y a des moments où ça va, si, c'est un équilibre sur le long terme, c'est-à-dire le fait d'accepter aujourd'hui de me dire oui, il y a des jours avec, oui, il y a des jours sans. Oui, il y a des jours compliqués où voilà, le bonheur c'est fragile, et en même temps c'est tellement des petits instants
que tu vas pouvoir savourer, intérioriser, puis mettre bout à bout. Et voilà, et je pense qu'une vie de bonheur, c'est à la fin de ta vie où tu t'en rends compte et où tu te rends compte de tout ce que tu as rajouté. C'est un peu les cailloux du petit poussé pour moi, le bonheur. Tu vois, alors il y a des gros cailloux parfois, hein, mais voilà, tous ces petits bouts qu'on peut rajouter et d'en avoir conscience, de réussir à se le dire, tout en sachant que c'est un choix. Oui, et puis d'accord avec toi. On est, tout en étant aussi dans la réalité avec les coups durs qu'on rencontre tout à chacun. Mais une fois qu'on a un petit peu récupéré, de se dire bon, mais c'est comme ça, et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit différent, pour que ce soit mieux, pour que ça soit plus en cohérence avec mes idées, avec ce que j'ai envie. Voilà, c'est pour ça que par beaucoup de choix, c'est vraiment important, pour moi aussi. Et je rajouterais juste pour travailler donc avec des parents et notamment des mamans qui parfois vivent des situations vraiment, vraiment difficiles.